Alors, je suis Micheline Bourque, je suis de Montréal, mais pour les gens qui ont l'oreille fine, je ne suis pas montréalaise. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, qui est la province à l'est du Québec. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la culture, l'histoire du Canada, je suis une Acadienne. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est un moment extrêmement important pour moi ce soir parce que c'est mon premier événement où j'ai le plaisir et le privilège d'être en contact avec non pas un, mais 3 auteurs français qui ont accepté de venir échanger avec nous. Le sujet qui nous unit, bien sûr, c'est la transformation digitale. Et tout ça, c'est dû à 3 personnes. Donc, il y a M. Patrick Mercier, qui est le président de cette agence ici, qui s'appelle l'agence Change, qui est en relation avec le Canada, via l'organisation e-com Montréal, avec qui nous allons être en communication dans quelques instants. Merci aussi à Patrick Coquart. Patrick Coquart est le correspondant français du Club de lecture. Ça fait à peu près 1 an et demi que nous sommes en relation, nous avons produit différents contenus. Et c'est grâce à Patrick que les livres que nous allons discuter ce soir sont à la table, parce que c'est lui qui les a trouvés, il les a dépistés et a pensé que ce serait de bons ouvrages à nous présenter. Donc, merci à Patrick. J'aimerais aussi remercier évidemment l'agence, qui d'autre? Évidemment, Franck Leroyer, qui n'est pas là, mais qui a été la personne qui nous a aidés au niveau de l'agence pour préparer la soirée. Donc, ce n'est pas moi qui vais animer la discussion. Je vais présenter chacun des invités ici et c'est mon correspondant préféré, Patrick, qui va se charger de l'animation. Donc, je vais quand même prendre quelques petites secondes pour vous présenter le club de lecture. Le club de lecture est un projet d'affaires sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans. Le rêve derrière ça est vraiment de créer un carrefour qui va réunir les adeptes de cette littérature, donc les gens qui apprécient d'apprendre par le livre d'affaires. Donc un carrefour qui va permettre la découverte, comme on va faire ce soir, d'ouvrages en provenance de différents endroits dans la francophonie mondiale, d'échanger, parce qu'on sait que le bouche à oreille a un très grand pouvoir dans la recommandation de lecture, surtout au niveau de la littérature d'affaires, et également un volet apprentissage. Donc, dans la mission et la vision du club, on va vouloir travailler avec des auteurs pour pouvoir offrir aux membres du club l'opportunité d'apprendre avec les auteurs en formation avec leurs livres. Donc, je vois grand, je rêve en couleur, je fais des visions, je vois des apparitions, mais ce soir, c'est un grand moment pour moi et je vous remercie beaucoup, même si on n'est pas un nombreux, c'est vraiment un moment marquant pour moi, dans ma vie, dans la vie du club. Donc, quelques instants pour présenter nos invités, les auteurs en ordre alphabétique, parce que moi, je ne connais pas trop le protocole français, donc je dis, on va se simplifier la vie. Donc, on va commencer avec M. Jean-Pierre Bouchaise. Je ne le dis pas toutes parce que c'est très long comme pédigree. Mais M. Bouchaise est un chercheur associé au sein du laboratoire de recherche en management de l'Université Paris-Saclay. Il est également créateur de Planète Savoir. Il est intervenu à ce titre auprès d'une centaine d'organisations en France et à l'étranger. Il a été auparavant dirigeant dans de grands groupes et est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages, dont le petit dernier, mais non le moindre, L'entreprise à l'ère du digital. Il a publié sur des pairs, sûrement, des études scientifiques, des études professionnelles, et évidemment, il publie dans des grands médias français. Donc, merci beaucoup, M. Bouchaise, d'être avec nous. Madame Caroline Fayet. Madame Fayet s'intéresse depuis le début des années 2000 au phénomène de propagation propre au web. Elle entreprend alors de décoder rumeurs et opinions dans les rares espaces ancêtres des médias sociaux. En 2004, elle cofonde le cabinet Boléro. Elle devait avoir 19 ans, j'imagine, à cette époque-là. Elle a créé Boléro dont la vocation est de décrypter les opinions et comportements des internautes pour éclairer les stratégies des organisations. Elle est l'auteur
d'un ouvrage qui s'appelle L'art de la guerre digitale, un titre absolument fantastique, dans lequel elle porte un regard expert sur la sociologie du web et dévoile les luttes de pouvoir post-révolution numérique. Sujet très intéressant. Se décrivant elle-même comme une ethnologue, elle partage régulièrement son expérience pour contribuer au débat du monde académique via la Sorbonne et tout ça. Et elle également publie dans des médias ici en France. Merci d'être là, Madame Fayet. Merci. Monsieur Valu, je l'ai là, Jérôme de son prénom, est associé chez ICP Consulting. Il a consacré ses 20 dernières années au digital. Il l'a cofondé en 1997. J'aime ça quand les gens peuvent référer à cette époque-là. Tu sais, ça me rassure. Connect World, puis Human to Human en 2003, avant de prendre en charge la digitalisation des équipes de W et compagnie, c'est ça? Jusqu'en 2012, il s'attache aujourd'hui chez ICP à accompagner la transformation des entreprises. Il est conférencier. Il enseigne à Sciences Po dans le cadre du master École de la com et une autre personne qui intervient dans les médias français. Donc, merci beaucoup d'être là. Patrick, premier correspondant du club de lecture, expert en ressources humaines et en management. Il aime beaucoup écrire. Il a lui-même co-écrit 2 ouvrages. Il prête sa plume dans des contextes d'entreprise avec des organisations pour les aider à produire des contenus éditoriaux originaux. Un homme passionné. Passer une soirée avec Patrick, c'est extrêmement intéressant. Il est associé à l'Institut économique Molinari, en plus d'être membre d'un groupe de réflexion philosophie et entreprise rattaché à l'Institut Vaugirard, Humanité et Management. Donc, merci beaucoup, Patrick, d'être là. Merci d'avoir accepté le défi. On a travaillé là-dessus ensemble, moi et Patrick, depuis quelques mois. Et encore une fois, merci et je vous cède la parole. Très bien, merci. Alors, je vais tout de suite commencer par ma voisine qui donc a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre digitale. Alors, Caroline Fayet, est-ce que c'est vraiment la guerre? Est-ce que le mot n'est pas un peu fort? Le mot est fort, mais assumé, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est tout le paradoxe de cet art de la guerre, c'est que Sun Tzu, qui est l'auteur de Mon maître à penser, on va dire, disait il vaut mieux vaincre sans combat que gagner sans bataille. Et aujourd'hui, cette guerre digitale, en fait, les entreprises sont rentrées en guerre avec les parties prenantes, avec les consommateurs, avec les citoyens, mais à force de résister aux révolutions numériques. Et du coup, ce terme est assez fort, mais le parallèle que je fais dans le premier chapitre, c'est que finalement, aujourd'hui, la guerre des nations, elle a aussi énormément évolué. On n'a plus une déclaration de guerre, un ultimatum, et puis une armistice, évidemment, c'est une guerre larvée. C'est une guerre de l'image, c'est une guerre de l'opinion. On voit ce qui se passe avec le terrorisme. Et finalement, cette guerre larvée, elle ressemble énormément à ce qui se passe aussi au niveau du digital, en termes de captation de valeur des business models des entreprises et d'attaque à la réputation aussi des entreprises. Donc voilà, un terme guerre digitale, évidemment, qui me permettait de filer une métaphore qui allait parler aux dirigeants, mais aussi qui avait quand même des parallèles en termes de stratégie. Stratégie, c'est aussi un terme militaire qui allait être finalement assez efficace. Alors Jérôme Valu, est-ce que vous êtes d'accord avec Caroline? Parce que vous, votre ouvrage, c'est Patron, n'ayez pas peur. Alors, la guerre, ça fait peur quand même. On pourrait faire le parallèle. Non, c'est pas tout à fait le même sens de peur. Moi, l'idée, c'est plutôt le fait que les patrons sont assez en retard. Internet est arrivé en 2000, la prise de conscience, on va dire qu'en 2000, ils ont dit Internet c'est de la com, je mets le digital à la com. Et pendant 10 ans, Internet et le digital dans les entreprises a été à la com. Ça n'avait pas d'impact sur le chiffre d'affaires. Donc finalement, ça ne rentrait pas dans le modèle de création de valeur. Et ces 10 ans de jachère, ces terrains ont été laissés en jachère pour tous ces nouveaux acteurs qui, parce qu'ils avaient la possibilité d'inventer des usages, ce qu'on appelle les SDK, c'est-à-dire ces petits logiciels qui ont permis d'inventer des usages très facilement avec la vitrine incroyable qui étaient les magasins d'usage, les App Store, ça date de 8 ans, ça date que de 8 ans. Et effectivement, pendant ces 8 années, le terrain était tellement libre
parce que les entreprises ne s'y sont pas mis, que voilà, ils se sont fait piquer leurs usages. Et cette révolution qui a commencé dès 2000, où les publics adoraient découvrir que leur parole avait de la valeur, qu'ils avaient la parole et qu'elle avait de la valeur, ils ont découvert que leurs usages avaient de la valeur, les entreprises n'ont rien fait. Donc maintenant, en fait, finalement, ça ne devrait être pas patron, n'ayez pas peur, vous devriez avoir la trouille. Vous devriez avoir la trouille, mais comme maintenant c'est de votre responsabilité, j'ai une autre conviction, c'est que cette licorne, c'est-à-dire cette entreprise qui font 1 milliard de valorisation en bourse, ne feront pas l'économie de demain. C'est les entreprises historiques qui feront l'économie de demain. Et si les patrons ne s'y mettent pas maintenant, tout de suite, de façon urgente, alors il va se passer, il va y avoir quelques soucis. Donc il faut avoir peur. D'où sonner la mobilisation générale dans les entreprises, et seul le chef de guerre peut mener ses troupes pour répondre aux enjeux. Donc, là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'on se rejoint. Voilà, le parallèle et Jean-Pierre Bouchez, qui traite dans son livre de nouvelles pratiques collaboratives. Collaborer, c'est quand même le contraire de guerroyer. Oui, alors moi j'ai un angle d'attaque un petit peu différent. Alors je partage tout à fait l'avis de mes camarades de jeu. Mettre en opposition, c'est raté. Non, monsieur, t'en fais pas, on va se mettre. Mais je me suis plus centré, moi, sur les hommes et les dispositifs de coopération et de collaboration dans les entreprises. Et en fait, j'ai fait tout un tour de piste, à peu près une 50aine de grands groupes français pendant 3 ans. Qui est aussi une recherche, et aussi une recherche académique, mais aussi un ouvrage de propositions très concrètes. Et j'ai essayé un petit peu de mettre au clair les différentes typologies que l'on voit. Alors très vite, je crois qu'il y a, notamment dans le champ de la gestion du savoir, alors, je crois qu'il y a vraiment 2 mondes déjà qu'il faut très rapidement observer. D'une part, les entreprises qui sont très sur le versant socialisation, échanges sociaux, réseaux, communautés de pratique, etc., donc qui sont un petit peu les Facebook améliorés dans l'organisation. Puis vous avez dans l'autre versant des entreprises qui sont beaucoup plus verticales, qui font de knowledge management autour de la structuration des savoirs. Et un des enjeux que je vois très bien, je l'ai vu notamment à travers 2 très beaux groupes illustratifs de ceci, c'est-à-dire dans le premier cas, c'est Michelin, dans l'autre cas, structuration, c'est le CEA, c'est effectivement de voir comment combiner, et la dynamique vertueuse de la coopération et de la collaboration, c'est effectivement de pouvoir articuler, combiner socialisation et structuration. C'est un petit peu ce que j'essaie de démontrer dans l'ouvrage. Excusez-moi, une petite interruption. Soyez français, parlez fort. D'accord. Parlez fort. C'est juste pour assurer une meilleure qualité de son. Très intéressant. Parenthèse terminée. Alors, Caroline, vous parlez de pirates des temps modernes, de barbares, de pillage de modèles économiques, alors que vous, Jérôme Valu, vous incitez plutôt sur les nouveaux services que les soi-disant barbares mettent en œuvre. Donc est-ce que là-dessus, sur le vocabulaire, il n'y a pas un peu quand même une opposition entre vous? En fait, le propos de mon livre, c'est de dire qu'il y a eu 3 révolutions numériques. Et que sur ces 3 révolutions, à chaque fois, on a eu un peu plus d'empowerment du citoyen consommateur. Première révolution, ce sont les moteurs de recherche. Les citoyens découvrent le pouvoir de s'informer et donc de vérifier ce que racontent les entreprises. La deuxième révolution, c'est les réseaux sociaux. Comme dit Jérôme, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer, donc dénoncer ce qu'ils venaient de détecter avec les moteurs. Et la troisième révolution, c'est celle des usages, effectivement, des nouveaux services qui vont leur faciliter la vie. Toutes ces applications qui vont leur permettre de louer leur voiture, leur appartement et monétiser tous leurs liens sociaux qu'ils avaient eu avec le Web 2.0. Et donc, en fait, cet empowerment, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne s'arrêtera pas. C'est une lame de fond. Et c'est en ça qu'il faut que les entreprises arrêtent de résister aux révolutions numériques et plutôt les accompagnent. Et c'est ce que savent très bien faire ces barbares, ces ubérisateurs. Eux, ils ont compris que si on continue à accompagner cet empowerment, on est plébiscité par le consommateur. Et donc, au contraire, moi, j'invite les chefs d'entreprise à copier cette approche-là, à lâcher prise, à perdre le contrôle sur ce qu'ils pensent être justement leurs éléments de puissance, et qui sont en fait des lignes Maginot, parce qu'en face, les barbares, eux, captent la valeur des business models.
C'est un point sur lequel vous êtes d'accord, que c'est le consommateur qui a pris le pouvoir, c'est un peu ce que vous dites, Jérôme. Ah ben, le consommateur a pris le pouvoir par la parole. Il y a un très joli petit bouquin qui est... C'est pas un bouquin, ça a été publié en ligne dans les années 90, au siècle dernier, qui s'appelle le Cloutren Manifesto. C'est un échange de... C'est une centaine d'aphorismes. C'est notre référence à tous. Hein. Et le premier aphorisme, c'est « les marchés sont des conversations ». J'avais déposé le terme marketing des conversations en 2003 quand j'ai découvert. Ça, c'est pas imposé, j'ai pas gagné d'argent avec. Mais voilà, donc l'idée que les marchés sont des conversations, les entreprises ne sont pas prêtes. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elles ont laissé couler le temps, que Maurice Lévy prononce le mot ubérisation en décembre 2014, et que ce mot ubérisation, il est médiatique. Mais c'est un raccourci très simpliste et éminemment dangereux finalement. Il est simpliste, alors il marche très bien dans les médias parce qu'il y a effectivement les méchants barbares qui attaquent les entreprises historiques, qui ne peuvent pas se défendre avec le réglementaire, on l'a vu avec les taxis, la musique, etc. Je crois qu'il faut, et pour vaincre la peur, il faut comprendre. Donc il faut arriver à décrypter tout ça, proposer des grilles de lecture. L'économie n'appartient pas au numérique, l'économie de demain n'appartient pas aux entreprises numériques, aux nouveaux acteurs numériques, elle appartient à tout le monde. Il faut arriver à réconcilier l'économie numérique avec l'économie historique. Elle n'est pas encore historique. Oui, mais elle devrait l'être. Vous anticipez. Elle devrait l'être, mais elle n'est pas encore. Il faut arriver à les réconcilier. Et elles ont des choses à s'apprendre l'une et l'autre, hein, parce que l'économie numérique, il y a combien de startups qui réussissent pour le nombre de startups qui se créent? Il y en a une pour 1000 et encore une pour 1000, je crois que je suis gentil. Donc, c'est sûr que le fond est que les publics ont changé, les collaborateurs, qui sont des publics qui utilisent des smartphones dans leur vie de tous les jours, ne trouvent pas dans l'entreprise ces nouveaux outils qu'ils savent parfaitement utiliser dans la vie de tous les jours. Et donc l'entreprise historique doit réconcilier ses collaborateurs avec ces pratiques numériques qui passent par la collaboration, qui passent par le partage, qui passent par l'échange, qui passent par l'itération plus que la séquence, enfin, toutes ces choses-là. Et finalement, les patrons doivent essayer de vaincre leur peur en acceptant l'idée de comprendre et de comprendre ensemble. Moi, je travaille avec des COMEX, sur 7 personnes, elles ont toute l'intuition du digital, mais elles ne portent pas sur chacun des mots qu'elles prononcent les mêmes concepts. Donc quand elles parlent ensemble, les conversations n'ont absolument aucun intérêt. Donc il faut arriver à acculturer les patrons sur le sujet du digital, les emmener sur ces sujets et les amener à identifier ce qui est prioritaire dans ce qu'ils ont à faire, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut faire des choix. Donc oui, on est sur le fond d'accord. Je pense qu'il faut absolument fournir à l'économie historique des clés de lecture de ce qui est en train de se passer pour qu'elle s'approprie ces sujets véritablement et que ça devienne, je dirais, qu'il le fasse d'ailleurs avec enthousiasme. C'est un monsieur génial qui s'appelle Milad Douaï, vous connaissez, un historien des idées, qui a écrit La Grande Conversion numérique en 2002 ou 2003. Il disait, il n'y a pas d'experts du digital, il n'y a que des praticiens. Voilà. Et en fait, on ne comprend le digital que parce qu'on le pratique. Et donc, moi, j'ai monté un programme d'acculturation des patrons, je leur fais pratiquer le digital. Il y en a un qui était diacre, je lui ai mis son bréviaire sur une tablette. Voilà. Et effectivement, derrière le bréviaire, il y avait la newsletter de l'entreprise. Mais l'idée, c'est que si on ne pratique pas, on ne peut pas comprendre tout ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est-à-dire la vertu du partage, l'efficacité de la vitesse et toutes ces idées-là. Jean-Pierre Bouchez, la gestion des savoirs et des compétences, c'est au service du consommateur aussi? Alors, j'aurais tendance à rebondir à la fois sur votre question et sur les deux autres. J'ai l'impression qu'en prenant un petit peu de recul par rapport à tout ce qui vient d'être dit et que je partage, je crois qu'on est vraiment à une espèce de fin de cycle et d'essoufflement managérial. J'ai l'impression que, clairement depuis une dizaine d'années, avec des moments plus ou moins forts, il y a une espèce de fatigue managériale. Hein, on est dans l'univers des processus qui deviennent absolument contre-productifs et qu'on a besoin de respiration et d'air pur, quelque part, notamment la nouvelle génération.
Alors cette respiration, ce besoin, alors qui est plus dur en France parce qu'on est quand même malgré tout une société très verticale, quoi qu'on ait quand même, quoi qu'on en dise, quand on regarde les études internationales européennes, on est encore la logique de l'honneur, pour reprendre les grands auteurs. Ça remonte à Montesquieu, on ne va pas faire d'histoire ici. Et donc cette fin de cycle, cet essoufflement, favorise l'émergence effectivement de coopération, de collaboration, de lâcher prise, qui effectivement, dans certaines entreprises très innovantes que je peux voir, que j'ai rencontrées, vont totalement transformer, bouleverser la hiérarchie, et je dirais, on voit le débat sur l'entreprise libérée. Alors, je fais une parenthèse là-dessus parce que pour moi c'est une collaboration avancée. Je suis partie des gens, il y a un article que j'ai écrit dans Le Monde qui va sortir dans quelques jours où je dis « excès d'honneur, excès de dignité ». C'est-à-dire qu'on est à la fois aujourd'hui, et on est dans le débat de la collaboration, mais on voit bien qu'aujourd'hui ce débat très médiatisé, la France est typiquement positionnée dans un sens, soit je critique tout, notamment les professionnels, ou soit, comme Gates et compagnie, c'est le nouveau monde. Je crois que c'est beaucoup plus réaliste que ça, qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui vont dans le prolongement de la coopération et de la collaboration, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure. Donc moi je suis plus, par rapport à mes collègues camarades, dans l'organisation que par rapport au client. Mais tout est lié, bien sûr. Tout ça au service de ce client. Bien, évidemment. Alors, Caroline Fayet, vous avez dit qu'il y avait eu 3 phases de la révolution digitale. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pierre Bouchèze, vous n'en voyez que 2, et Jérôme, vous en voyez 4. Alors, expliquez-vous. Alors moi, je pense que mes 4 sont... moi, mes 4, la première, en fait, j'essaye de rappeler quand même que l'informatisation des entreprises dans les années 80 a eu un effet quand même terrible sur l'autonomie. Comment on faisait avant Word, Excel, PowerPoint et toutes les suites, Adobe, etc. Donc effectivement, on a appris la vitesse, on a appris l'autonomie. Cette phase est très importante parce que c'est sans doute une des explications du frein des entreprises, parce qu'elle a été pilotée par des gens qui s'appellent la DSI, à qui on a confié une mission qui était sécurité et robustesse, qui est un peu antinomique de l'agilité, et que cette phase-là, elle continue. Les systèmes d'information dans les entreprises restent... La deuxième révolution, c'est celle de l'arrivée de l'Internet, les années 2000, la prise de pouvoir par la parole, jusqu'à la massification par les réseaux sociaux. La troisième, c'est la révolution des usages, avec l'arrivée plus du SDK et des App Store d'ailleurs que du smartphone, enfin la combinaison des deux, et qui n'a que 8 ans. Et la quatrième, c'est celle qui commence en 2013, bien avant, mais en 2013 par la prise de conscience Snowden qui nous dit vos data ont de la valeur, et c'est le début de l'automatisation, c'est le début de la révolution de l'intelligence artificielle qui est en train de commencer. Regardez la puissance aujourd'hui de la commande vocale et du langage naturel, ça ne se fait pas sans intelligence artificielle. Voilà, donc moi mes 4 révolutions, c'est 4 couches. Elles sont plus sur un ordre de technologie et d'impact sur les entreprises, alors que moi c'est plutôt sur les parties, sur les publics, la façon dont ça a été vécu et du coup les évolutions sociologiques. Et finalement, les entreprises, par rapport à ces technologies, elles ont bien vu les outils. Elles les ont d'ailleurs tous cochés. J'ai fait mon site web, Web 1.0, c'est bon. Web 2, c'est bon, j'ai fait ma page Facebook, mon compte Twitter, Web 3, j'ai mon appli mobile, mon CRM, ma Customer Data Platform, et c'est bon, le job est fait. Et d'ailleurs, on rigolait tout à l'heure sur cette stat qui est sortie sur Challenge sur la transformation numérique où 7% des entreprises disaient avoir terminé leur transformation numérique. Ça veut dire qu'ils ont coché les bonnes cases. Mais donc les entreprises ont adopté des outils, mais elles n'ont pas pris le mode d'emploi qui allait avec. Donc elles n'ont pas compris ce que ça nécessitait comme changement dans leur façon de travailler, de communiquer. Et elles ont toujours été top-down, elles ont continué à penser qu'il suffit de mettre un canal pour publier l'information et derrière, le consommateur va acheter vos produits. Non, le top-down, ça n'a plus fonctionné à partir du moment où effectivement, face à un site vitrine, on avait des sites vachement plus centrés sur les préoccupations des gens, qui évidemment du coup se référençaient mieux sur les moteurs de recherche. Donc plus visible, plus influent. Face à des pages Facebook, on a des gens qui sont allés à la rencontre et qui ont parlé avec les communautés. Donc voilà, cette approche top-down d'un côté et bottom-up de l'autre, c'est-à-dire où on se met à la portée, on va à la rencontre d'eux, eh bien c'est cette erreur-là que les entreprises ne cessent de faire depuis 15 ans.
moi, j'ai pas ce recul d'avant les années 2000. On a une question. Je vois les conséquences des... Juste terminer là-dessus, Oui, et Jean-Pierre, alors Oui, les deux phases. Sur les phases, moi je discute pas trop. Je suis d'accord avec mon voisin de droite sur les cas. C'est Jérôme. Jérôme, excuse-moi. Je pense que vraiment la vraie rupture pour le changement sociologique dans les organisations, c'est quand même le 2.0 fondamentalement qui a été, je dirais, la prise de conscience. Voilà, exactement, le clic de conscience. Il se passe un truc. C'est tout à fait l'excellente expression. Et c'est de là que sont nées toute la richesse des interactions, des constructions, des échanges, des partages qui ont effectivement contribué à améliorer. Oui, enfin, si tu permets, c'est surtout parce qu'ils se sont pris les premiers bad buzz et qu'ils ont vu leur cours de bourse chuter à cause d'une attaque sur la page Facebook. Je parle au niveau de l'entreprise, je parle au niveau des réseaux sociaux et des communautés d'entreprise. C'est différent. Et ça, c'est effectivement le point de départ de la véritable deuxième révolution industrielle dans une organisation en termes de gestion de production, d'échange de savoir, qui a effectivement contribué à donner un accélérateur de performance pour les entreprises les plus impliquées. Voilà. Alors, la question du... Oui, alors on a une question de Stéphane Ricoul, dont je vous parlais, qui est le président de ICOM Montréal, qui nous demande quelles suggestions, singulier ou pluriel, pour amener les patrons à entrer en conversation avec le reste de son entreprise, à discuter numérique versus économie historique. Alors, ça, c'est une vraie bonne question. En fait, les patrons, et d'ailleurs le reste de l'entreprise, depuis qu'on communique et qu'il y a des masses médias, se cachent derrière la marque. Ce n'est pas les gens qui parlent, c'est la marque qui parle. Ce qui se passe là, c'est que les publics ne veulent pas parler avec des marques. Elles veulent parler avec des gens qui incarnent ces marques et qui ont l'autorité. Alors l'étymologie du mot autorité est très intéressante, c'est auteur. En fait, on a de l'autorité quand on est auteur. Et toutes ces nouvelles générations adorent l'autorité des auteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de les emmener dans une histoire. Et l'autre sujet, c'est qu'ils ne veulent pas être en responsabilité. Qu'est-ce que c'est que l'étymologie de responsabilité? C'est répondre. La question, c'est comment entrer en conversation en étant auteur, légitime, actif, sans avoir à répondre. Il y a une seule règle, s'étonner. Il faut s'étonner de façon positive et partager ses étonnements. On ne vous contestera jamais un étonnement. Et un étonnement d'un professionnel, ça a beaucoup de valeur. Donc ça, c'est en général ce que j'amène comme sujet pour amener les gens à prendre confiance sur la qualité de leurs étonnements, c'est de montrer que